Merci de nous suivre de partout dans le monde et merci de vous connecter sur notre site planetinfocom.net et voilà, nous continuons avec nos émissions sur le leadership. Comme vous le savez, le monde connaît de mutations, de changements. Il y a tellement de transformations dans tous les domaines, dans tous les secteurs, que ce soit dans le secteur économique, que ce soit dans le secteur managérial, que ce soit dans le secteur de la santé. Il y a vraiment de changements. Et voilà, nous avons voulu comprendre ensemble avec notre invité qui n'est plus à présenter. C'est vraiment un homme qui parle bien, c'est un homme écrivain, il a beaucoup des atouts. Nous recevons pour vous le docteur Silas Mimile Makangu, qui est vraiment l'ami et fidèle à notre chaîne. Et voilà, il a double doctorant en politique internationale et en management stratégique et opérationnel. Aussi, il est homme d'affaires, écrivain de surcroît. Et voilà, il est avec moi sur ce plateau. Bonjour docteur. Bonjour Madame Jenny. Vous allez bien? Très bien. Ensemble, nous allons parler du leadership transformationnel. Oui. Sûrement, on se pose la question, c'est quoi le leadership transformationnel? Merci beaucoup Madame, ça a toujours été un plaisir que d'être sur ces plateaux pour pouvoir cogiter, réfléchir sur les grandes questions qui tiennent à l'actualité, mais aussi qui relèvent de l'actualité, mais aussi qui tiennent à notre survie en tant que société. La question sur le leadership, leadership transformationnel, vous permettrez que je puisse d'abord disséquer les deux termes, les deux concepts, parce qu'il y a transformationnel d'une part et puis il y a d'autre part leadership. Je n'aurais pas, la difficulté c'est de donner une définition universelle de ce concept qui aujourd'hui est devenu lui-même universel, transversal, parce que le leadership n'est plus seulement réservé au domaine managérial ou encore politique comme on le connaissait hier. Aujourd'hui, il y a le leadership dans le domaine des sports, il y a le leadership dans le domaine économique, donc il devient un concept ubiquiste, un concept carrefour. Alors, en des termes très clairs, très simples, je dirais que le leadership, c'est la capacité, ou encore le fait pour quelqu'un de pouvoir prendre une vision qui au départ était individuelle et d'en faire une vision collective. Le leadership, c'est aussi cette capacité qu'a un homme ou un groupe de personnes qui sont susceptibles, qui sont capables, voulais-je dire, de nous conduire là où nous ne serions pas allés par nous-mêmes. Le leadership, c'est aussi cette intelligence capable de nous faire regarder dans une direction dont nous ignorions même l'existence. Voyez-vous? Donc, le leadership, c'est cette capacité d'influencer les autres en les améliorant pour atteindre un but qui est devenu collectif. Et nous avons généralement dit que votre leadership se définit non pas parce que vous êtes présent, mais aussi même lorsque vous êtes absent. C'est-à-dire un véritable leader, c'est celui qui cesse d'être indispensable. Il cesse d'être indispensable parce qu'il a réussi à imprimer dans l'imaginaire des autres ce qui est l'idéal. Il a réussi à imprimer dans l'imaginaire des autres ce qui est bon, de manière à ce que les autres soient capables de poursuivre la chose, le but ou la vision, sans que lui soit là forcément. On reconnaît un leader aussi parce qu'il est doté de certaines qualités. Pour être un leader, il faut avoir une vision. Mais la vision à elle-même ne fait pas de vous un leader. Parce que celui qui a une vision, est un visionnaire. Tout leader doit être visionnaire. Et tout visionnaire n'est pas forcément un leader. Maintenant, c'est quoi le leadership transformationnel? Parce que la centralité du leadership tourne autour de la vision. Mais est-ce simplement parce qu'on a accompli ce qu'on avait escompté? Est-ce que simplement parce qu'on a accompli ce qu'on avait prévu que l'on peut parler du leadership? Je prendrai un exemple simple. Est-ce que c'est parce qu'on a balayé toutes les avenues de Kinshasa? Est-ce que c'est parce qu'on a construit l'immeuble à 250 étages qu'on dirait qu'on est un bon leader?
Le leadership transformationnel, c'est celui-là qui rend meilleur les personnes qui ont été impliquées dans ces chantiers. C'est-à-dire, on a atteint l'objectif, mais aucun de ceux qui ont participé dans ces chantiers est resté le même. Donc, le leadership transformationnel, c'est le leadership qui rend meilleurs les hommes, qui les prend d'un point A vers un point 4 ou 1.5. Le leader transformationnel, c'est celui qui m'a rendu meilleur. Pas seulement que le but a été atteint, mais moi personnellement, je suis devenu aussi meilleur. Super, donc on peut dire que c'est un facteur déterminant En effet. Qui amène à un essor, un changement, un développement. Vous remarquerez par exemple aujourd'hui, je deviens dans les domaines ecclésiastiques par exemple, on dit ah cet homme-là, cet homme de Dieu est un grand leader parce qu'il a construit une église en marbre, il a construit une église climatisée et ainsi de suite. L'église a été construite, on a dépensé beaucoup de moyens. Mais lorsque vous regardez la qualité de gens qui fréquentent cette église, vous sentez qu'il y a un grand écart entre le bâtiment dans lequel le culte se tient et la qualité des personnes qui fréquentent cette église. C'est-à-dire que c'est un cadre riche fréquenté par des hommes pauvres. Voyez-vous? Le leadership transformationnel, c'est ce leadership qui améliore la qualité des hommes qui sont impliqués dans l'aboutissement de la vision qu'il s'est assignée. Voilà. Et voilà, donc vous l'avez si bien dit, donc ça doit vraiment correspondre, le bâtiment doit correspondre aux personnes qui les fréquentent. Ça ne sert à rien d'investir beaucoup de moyens pour meubler le bureau, pour offrir aux gens de véhicules, lorsque vous ne les avez pas rendus meilleurs. Sinon, ces véhicules feront 3 ans sur des pierres, 3 ans après, ils ne roulent plus. Sinon, ces bâtiments, c'est d'ailleurs la raison, vous allez vous rendre compte qu'il y a des bâtiments qu'on a inaugurés, mais aujourd'hui, ils sont très sales. Pourquoi ils sont très sales? Parce qu'on n'a pas élargi la vision. On a cru que c'était seulement question de construire les bâtiments sans construire les individus. C'est comme ça, par exemple, qu'il y a quelques années, lorsqu'on a lancé l'opération Kin Propre, c'est Kin Bopeto, oui. Je disais, je ne sais pas si c'était sur votre plateau, qu'on ne peut pas avoir Kin Bopeto si on n'a pas de quinoa Bopeto. Or, on peut avoir des quinoa Bopeto et Kin Bopeto sera la conséquence. Mais la faiblesse de notre leadership politique en Afrique, c'est que nous pensons beaucoup plus au programme, aux réalisations qu'à l'amélioration. Parce que Kinshasa peut devenir propre sans l'opération Kin Bopeto. Il suffirait juste qu'on change de population pour voir que Kinshasa est redevenu propre. Pas parce qu'il y a eu une opération Kin Bopeto, mais parce que les gens qui habitent Kinshasa désormais ont compris quelle était l'incidence de la saleté sur leur santé, sur leur environnement et ainsi de suite. Voilà, donc on va y arriver, mais ça me fait penser un peu à l'image de mon pays, de notre nation, en effet, qui est potentiellement riche, mais sa population est pauvre. Très pauvre parce que les potentiels, comme on le dit d'ailleurs, ne sautent pas pour descendre dans nos assiettes ou encore se transformer en billets de banque dans nos poches. Il faudrait une capacité d'extraction, d'abord d'identification, d'extraction, de transformation et de commercialisation. C'est là où j'ai toujours dit que l'on connaît un peuple intelligent seulement lorsque ce peuple a l'intelligence de son environnement. C'est-à-dire, le peuple doit être jugé intelligent parce que ce peuple a un savoir sur le potentiel qu'il a. Un savoir sur le potentiel, c'est-à-dire les capacités d'identifier ces potentiels, de les extraire, de les transformer et de les commercialiser. Et pour cela, il faudrait que ce peuple soit éduqué. C'est là où, madame, on parlerait du Congo, un pays potentiellement riche, avec une forte démographie, une population jeune. Près de 70% de la jeunesse de la population congolaise a moins de 25 ans. Ça, c'est une énorme richesse. Mais dans le domaine de leadership, comme dans le domaine de sciences politiques et économiques aujourd'hui, on ne parle plus de la population. Ce n'est pas le facteur population qui développe une nation. C'est plutôt le facteur capital humain.
Or, comment passer de la population au capital humain? C'est par cette chaîne de transformation qui est l'école, qui est l'université, qui sont les centres de formation, qui sont des cadres de formation, de transformation comme votre plateau que nous utilisons aujourd'hui pour en faire un campus et enseigner à ceux qui nous suivent. Donc, pour que les Congolais soient riches, il ne suffit pas que leur terre soit riche. Parce que les Congolais peuvent être riches même sans les minéraux. On prenait l'exemple d'un pays comme la Corée du Sud, qui n'a presque rien. On prenait l'exemple d'un pays comme le Japon, qui, à part les tremblements de terre, n'a que de petits yeux. Voyez-vous? L'Inde aussi. L'Inde aussi. Ils ont essayé de transformer. Voilà. Donc tout ça parce qu'ils ont compris que le leadership transformationnel repose sur un concept clé. Et c'est quoi ce concept clé? C'est l'éducation. C'est-à-dire on ne peut pas parler du leadership transformationnel sans se baser ou se fonder sur l'éducation. Parce que la transformation en elle-même ne doit pas être perçue comme un miracle, moins encore un accident. C'est d'ailleurs très dangereux d'assister à des transformations pour lesquelles vous n'avez pas été participant. Parce que l'on dit tout ce qui arrive sans nous finit contre nous. Ok? Alors, ce leadership de transformation pense essentiellement sur l'éducation. Et vous étiez tantôt d'évoquer l'exemple de l'Inde. Vous savez, il y a quelques années, l'Inde faisait face à un sérieux problème, la démographie. Une population énorme dans un pays très pauvre, ceci constitue une bombe à retardement. La Chine semblait être très avancée par rapport à l'Inde. Aujourd'hui, en termes de population, l'Inde est le premier pays le plus peuplé du monde qui a dépassé la Chine. Mais aussi un autre avantage que l'Inde a, c'est ce côté prolifique de sa population, ok, et aussi ce côté juvénile de sa population. Et cette Inde a compris que s'il y a des réformes qu'il faudrait faire, c'est d'abord des réformes du point de vue éducationnel, repenser les systèmes. Il faudrait enseigner les enfants en hindi. Aujourd'hui, vous allez dans le pays du monde, dans la plupart des grandes multinationales, madame, dans les comités de gestion, dans l'équipe managériale, vous ne manquerez pas de trouver un Indien. Voyez-vous? Ils sont partout. Ils sont partout. À Silicon Valley, ils sont partout. À la NASA, ils sont partout. On dit d'ailleurs, c'est la deuxième population après à Silicon Valley. Toutes ces grandes entreprises, Apple, Google, Amazon, Facebook, Twitter, consorts, c'est la deuxième population après les Américains. Voyez-vous? Wow. Pourquoi? Parce que on a fait un effort de donner beaucoup plus d'attention, d'accorder beaucoup plus d'attention à l'éducation. Donc le leadership transformationnel nécessite à ce que nous puissions repenser les systèmes éducatifs et ensuite penser les programmes scolaires. Qu'est-ce que les gens deviennent? À quoi ressemble le type de Congolais qu'on aimerait avoir demain? Quels sont les besoins actuels? Pourquoi pas? Voilà, quels sont les défis? Je parlais d'abord quels sont les défis actuels. En fait, il faudrait faire une prospection, il faudrait aller dans le futur pour dire à l'allure où vont les choses, demain nous ferons face à tel défi. Est-ce que le Congolais que nous avons aujourd'hui est assez équipé pour faire face à ces différents défis? Non. Quelles sont les compétences, quels sont les atouts et les habilités qu'il faudrait doter à ces Congolais pour que demain ils vivent dans un Congo fort, puissant, un Congo émergent, un Congo prospère. Et c'est en ce moment-là que nous revenons dans le présent pour repenser les systèmes éducatifs. Pourquoi? Parce que les systèmes éducatifs doivent être la réponse que nous donnons de manière anticipative aux besoins du futur. Et quand on dit les besoins du futur, ce n'est pas d'abord les besoins en termes d'infrastructure, mais c'est les besoins en termes de l'homme. Comment éduquer les jeunes enfants qui vont à l'école aujourd'hui? Avec quoi est-ce qu'ils sortent? Est-ce qu'on peut simplement se limiter à dire que voilà, on a autant de diplômés universitaires, on a autant de diplômés d'État? Quel est le contenu? Aujourd'hui, nous rions parce que quelqu'un a dit oui, bon, je ne sais même plus qu'est-ce qu'on dit exactement, parce que quelqu'un qui est diplômé d'État a du mal à formuler une phrase en français, ainsi de suite. Et on le voit même dans les universités. Un étudiant qui veut s'exprimer, mais vous sentez la difficulté qu'il a pour pouvoir formuler une phrase et vous poser une question en tant qu'enseignant.
à quoi doit ressembler ces Congolais de 2035, 2040? Effectivement, oui, parce que j'ouvre une petite parenthèse. Je crois lors du défilé de la colonie française le 14 juillet, c'était juste l'armée indienne qui était invitée à cette grande activité. J'ai dit waouh! Oui, parce que l'Inde a réussi à se placer comme étant un des pays importants de BRICS. Ok, l'Inde a réussi à s'émanciper. À la fois il est dans le BRICS, mais à la fois il continue à entretenir de belles relations, de bonnes relations avec l'Occident, les États-Unis et l'Union européenne. Voyez-vous? Tout ça pourquoi? Parce qu'au départ, ils ont eu une vision. Les nations ne sont pas appelées à être grandes ou petites. Les nations deviennent ce que sont leurs leaders. C'est de la qualité des leaders qui partira leur position ou le rôle que jouera une nation. Donc, une nation réputée maudite peut devenir une grande puissance si elle a la chance d'avoir à sa tête des leaders éclairés, des leaders épris du patriotisme, les leaders qui accordent de l'importance au bon sens, les leaders qui sacralisent l'intelligence, les savoirs, les leaders qui ont compris qu'on ne peut pas être un leader fort à la tête d'un peuple médiocre. On ne peut pas être un leader fort à la tête d'une équipe médiocre. Parce que le leadership, c'est comme un sport collectif. Okay. On peut avoir Cristiano Ronaldo dans une équipe. Ce n'est pas parce qu'on a Cristiano Ronaldo qu'on gagnera. Le tout dépend aussi de la qualité de ceux qui partagent le jeu avec lui. D'où le leadership consiste aussi à influencer les autres à devenir autant meilleurs que vous l'êtes. Super, parce qu'on comprend que le leadership transformationnel nous rend indispensables. Donc personne ne peut s'en passer de nous parce qu'on impacte non seulement son environnement, mais on crée aussi de l'émulation pour que les autres s'améliorent. Parce qu'il y a un autre fait qu'il faudrait relever ici, Madame Jenny, c'est que le leadership, c'est l'exemplarité. Voyez-vous, le leadership, c'est s'afficher comme un modèle digne d'être imité. On ne doit pas être imité simplement par les discours, on doit aussi être imité dans notre attitude. Notre attitude, on doit être imité dans notre comportement, on doit être imité dans les actes que nous posons au quotidien. Ce qui fait que le leadership transformationnel comme clé pour le développement ou l'émergence des nations pauvres nécessite à ce que l'on puisse penser l'éducation. Remarquez que quand je parle de l'éducation, je ne reviens pas que sur les programmes scolaires parce que l'éducation n'est pas que l'apanage de l'école. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est aussi une façon pour nous d'éduquer. Ce que l'on prêche dans les églises, c'est aussi une façon d'éduquer. Ce qui se véhicule dans la culture populaire, c'est aussi de voies d'éducation. Donc le leadership transformationnel ne se focalise pas simplement sur l'école, mais aussi sur tous les autres canaux susceptibles d'influencer la conduite ou le comportement des citoyens. Et pour cela, il faudrait au départ que l'on pense, que l'on sache où est-ce que l'on va. Vous savez, madame, lorsque vous n'avez pas une destination, l'itinéraire n'a pas d'importance. Projection. Ok. Projection. Et voilà. Nous parlons du leadership transformationnel et comme vous l'avez vu, nous recevons pour vous le docteur Silas Mimile Makangu. Et voilà, docteur, je voudrais savoir vraiment quel est l'impact de ces leaderships dans une nation. Sûrement, vous avez survolé, hein, quand vous parlez peut-être de l'éducation, mais je voudrais aussi savoir quels sont peut-être les avantages lorsque un leader ou celui qui exerce le pouvoir met en application ces modèles de leadership transformationnel. Madame, l'impact, il est tellement important qu'une nation ne serait que ce que son leadership est. Les nations que nous envions aujourd'hui à travers le monde, nous les envions parce qu'ils ont eu la chance d'avoir des leaders qui se sont élevés au niveau de leurs défis. Les nations que l'on regarde avec dédain, c'est parce qu'elles ont eu le malheur d'avoir des hommes qui ont dirigé, mais qui ne se sont pas élevés comme étant de véritables leaders.
C'est le leadership qui détermine le respect que l'on attribuera demain à sa nation. C'est le leadership qui sera la cause du dédain, du traitement injurieux qu'on va accorder à son pays. Le général Charles de Gaulle disait « Tout tient grâce au leadership et tout tombe faute de leadership ». Alors, il est tellement important ce leadership transgénérationnel, plutôt transformationnel, qu'il est important pour nos dirigeants de penser au-delà des élections, de se projeter dans les 30, dans les 50 années à venir, de ne pas être prisonnier des échéances électorales, de ne pas être prisonnier de leur programme politique, de ne pas être prisonnier de besoins immédiats. Parce qu'un véritable leader peut à un moment donné escamoter, peut transcender les besoins immédiats pour se focaliser sur les besoins à long terme qui sont beaucoup plus vitaux, qui touchent beaucoup plus à notre existence que les besoins immédiats. C'est d'ailleurs de là où l'on tient la différence entre un homme politique et un homme d'État. Oui. Un homme politique pense à la prochaine échéance électorale, 2023, élection dans 5 ans. Mais un homme d'État, lui, pense aux prochaines générations. Un homme d'État cherche à entrer dans l'histoire par la grande porte, alors que l'homme politique est à la recherche de voies pour les élections. L'homme d'État trace la voie pour la prospérité. Bien dit, on a essayé un peu de disséquer, de comprendre c'est quoi un homme d'État, c'est quoi un homme politique, c'est très important, oui. Parce que des fois on confond les choses. Le malheur, c'est que nos pays africains ont plus d'hommes politiques que des hommes d'État, qui ne voient que au bout de leur nez, qui ne voient que les intérêts politiciens, qui sont là pour des intérêts mesquins. Mais alors que l'homme d'État qui s'approche du leader transformationnel lui pense aux générations à venir. C'est-à-dire il est même prêt à souffrir, à sortir, bredouille du quinquennat, mais au moins rassurer aux autres générations qui vont venir après, une prospérité qui s'étend dans les 30, 40, pourquoi pas 100 ans. Et voilà, pourquoi pas. Et c'est possible. Et est-il nécessaire, docteur, pour vous, pour que ces leaders-là puissent impulser leur communauté au changement? C'est vraiment nécessaire? C'est plus que nécessaire, c'est un impératif, madame. C'est plus que nécessaire, c'est un impératif. Sinon, nous ne sortirons pas de ce tunnel noir dans lequel nous sommes depuis plusieurs années. Nous ne sortirons de ces trous, nous ne sortirons de ces marasmes que lorsque nous aurons à la tête de nos institutions de véritables leaders. Ceux qui pensent l'avenir au-delà du discours. Ceux qui pensent l'avenir au-delà des élections, ceux qui voudraient entrer dans l'histoire par la grande porte, ceux qui voudraient demain avoir une place de dignité, de noblesse dans les panthéons, voyez-vous, ceux qui voudraient demain que l'on dise que le Congo est Congo grâce à ces hommes-là. Parce que, nous l'avions dit une fois avec un de vos numéros sur ce même plateau, ouais, qu'on n'est pas leader simplement parce qu'on est dirigeant. Ok? Donc, tous les dirigeants ne sont pas des leaders. Là, vous anticipez déjà voilà. La prochaine question. Donc, c'est un peu cela. C'est plus qu'un besoin, c'est une nécessité, c'est un impératif. Il nous faut essentiellement, et le plus vite possible, ce leadership transformationnel. Parce que quand vous regardez la nature du comportement du Congolais lambda, quand vous suivez les discours du Congolais, vous regardez ce qui loge dans son imaginaire collectif, eh bien madame, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas avec un peuple comme celui-ci qu'on peut penser développer la nation. Parce que ce peuple est plus militant que patriote. Il est plus fanatique
que sensé. Voyez-vous, ce peuple est plus spirituel que réaliste. Ce qui fait qu'avec un peuple comme celui-là, le leader se verra ramené vers les bas comme par une plaisanterie, mais c'est ici maintenant pour lui le lieu de faire preuve de son sens de leadership, pour ne pas être influencé par les antivaleurs qui caractérisent notre homme collectif, mais plutôt pour donner lui l'impulsion à nous ramener vers les hauts et non pas se laisser rabaisser par nous vers les bas. Parce que lorsque vous écoutez les discours tribalistes du Congolais qui s'identifie beaucoup plus à la tribu qu'à sa nation, à sa patrie, qui est beaucoup plus militant, c'est-à-dire quelqu'un défend non pas l'intérêt national mais l'intérêt du parti. Voyez-vous, déjà nous sommes dans un pays, madame, où on a plus de 1000 partis politiques. Je ne sais pas si dans un autre pays au monde, il y a autant de partis politiques. Multipartisme. Donc le multipartisme à outrance. Mais pour quel résultat? Voyez-vous? Et quand on parle des partis politiques, on dirait aussi le nombre d'églises. Oui. Est-ce que le Congolais tel qu'il est conçu, composé, tous les ingrédients qui composent le Congolais aujourd'hui, est-ce que ces ingrédients sont-ils digestibles? Sont-ils bons pour construire une nation puissante et une nation forte? Eh bien, je pense que non. Il faudrait alors travailler. Travailler par un leadership transformationnel dont la mission consiste à améliorer la condition du Congolais, à améliorer l'être congolais, l'homme congolais. Et pour cela, il faut faire appel à l'école. Il faut faire appel à l'université. Il faut faire appel aux hommes des médias que vous êtes. Il faut, et ici j'insiste, travailler aussi avec les hommes d'église parce que nous sommes un peuple très religieux. Le Congolais est plus présent à l'église que partout ailleurs. Il fréquente l'église au moins 3-4 fois la semaine. Ok, et c'est déjà une grande valeur spirituelle. Mais il faudrait maintenant maximiser cela en se posant la question, quel est le contenu des choses qui sont enseignées dans ces églises-là? Est-ce que ce sont des choses qui facilitent l'émergence de ces fidèles? Est-ce que ce sont des choses qui poussent les fidèles au travail? Ou bien ce sont des choses qui les installent dans une sorte d'oisivité ou encore de paresse? C'est très très bien dit parce que j'ai vraiment aimé la partie où vous parlez, même dans les églises, il faut qu'il y ait, qu'on éduque les fidèles, qu'il y ait vraiment un contenu éducatif. Et ma question est celle de savoir qui sont les acteurs. Qui sont les acteurs qu'on peut appeler les leaders? Est-ce que c'est seulement les leaders d'opinion, les chefs de partis politiques? Qui sont ces acteurs-là? Et quel doit être leur comportement pour vraiment arriver à une bonne gestion de mentalité, une bonne gestion de leur environnement? Ces acteurs sont pluriels. Et puisque nous parlons d'une société nationale, il faudrait que ces acteurs viennent aussi de tous bords. Chacun joue à sa partition. Mais qu'au-dessus, qu'on ait quand même un leadership politique capable de faire une belle orchestration. C'est-à-dire composé avec les hommes d'église, les acteurs politiques, composé avec les médias, composé avec les acteurs scientifiques, composé avec les acteurs, excusez-moi, de chefs de partis politiques et aussi ces acteurs culturels qu'on appelle généralement les leaders d'opinion. Parce que c'est eux tous qui font l'homme congolais. Il y a eu des gens qui ont été plus influencés par Papa Wemba que par les professeurs Kinzondi. Il y a des gens qui ont été plus façonnés par Werason que le professeur Mabi Mouluba. Il y a eu des gens qui ont été beaucoup plus transformés par Courtino Fernando que par le premier ministre Matata Ponyo, par exemple. En fait, c'est ça la composition d'une société. Donc tout le monde joue son rôle. Tout le monde joue son rôle. Maintenant, il faudrait qu'il y ait un super rôle. C'est le rôle du leader
Et dans les cas échéants, c'est le rôle que doivent jouer les représentants de tout le peuple devant Dieu et devant l'histoire, qui est le président de la République. Oui. C'est rassurer que son travail n'est pas sapé, n'est pas dilué par d'autres acteurs qui distillent un message ou un comportement contraire à celui que nous avons tous adopté comme étant l'idéal. C'est comme ça, par exemple, que vous remarquerez, pour que les États-Unis soient États-Unis, il n'y a pas eu que la Maison Blanche. Hollywood a aussi fait l'Amérique. Le domaine scientifique, les hommes scientifiques ont aussi fait l'Amérique. Donc, les acteurs, pour répondre à votre question, ils doivent venir de tous bords. Mais nous devons nous rassurer que chacun jouant sa partition, que sa partition ne crée pas des organes. Que chacun jouant sa partition doit se rassurer que cette partition qu'il joue ne doit pas être une pesanteur qui nous ramène en arrière. On doit regarder dans une même direction. Et pour cela, c'est le travail de l'intelligentsia nationale pour dire qu'est-ce que l'on fait pour devenir un grand peuple? Qu'est-ce que l'on fait pour développer une nation? Voyez-vous, madame? Parce qu'il y a des choses qui, normalement, devraient nous amener à comprendre qu'on n'est pas adapté. On n'est pas adapté. Et les dire, c'est pas manquer le patriotisme. Les dire, c'est pas faire de moi un opposant. Nous ne sommes pas adaptés. Je vous donne un exemple simple. Nous sommes dans un pays où, à part la Banque centrale, il y a au total aujourd'hui, je crois, 14 banques privées. Il y a une 15e qui va s'ajouter. Et toutes les 14 banques privées, aucune d'entre elles n'est congolaise. Voyez-vous? Le Kenya a 2 ou 3 banques. Mais le Nigeria, justement, c'est pour dire que... On ne se fait pas confiance, peut-être. C'est là où on parle du leadership transformationnel. Pourquoi on ne doit pas se faire confiance? Et qu'est-ce qu'il faut pour qu'on se fasse confiance? Il faudrait rééduquer l'homme congolais à croire aux Congolais. Il faudrait rendre le Congolais crédible vis-à-vis du Congolais. Et pour cela, madame, ce n'est pas un travail... non, ceux qui se font confiance ne les font pas parce qu'ils s'aiment plus. C'est parce qu'ils ont été éduqués à croire aux efforts des autres. Parce qu'ils ont été éduqués aussi à respecter eux-mêmes leurs propres paroles. Vous savez que quand vous dites qu'on ne se fait pas confiance, je me suis rendu compte même ce matin que même en conduisant dans la route, les embouteillages sont aussi dus au fait que nous n'avons pas cette confiance qu'on appelle autrement la courtoisie routière. Tout le monde, personne ne pense que je peux lui laisser la place. Non, non. Tout le monde veut aller en premier. Faufiler, voilà. Voilà. Et on passe 2 heures du temps là où on doit normalement passer 15-20 minutes. C'est pour dire, madame, que cet homme congolais, il faudrait les repenser. Parce que toi et moi, nous sommes le produit du hasard, du Big Bang. On ne nous a pas pensé. Mobutu ne nous a pas pensé. Kabila ne nous a pas pensé. Et le fils ne nous a pas pensé. Tshisekedi ne nous pensait pas. Il faudrait penser l'homme congolais. Il faudrait remodeler sa mentalité. Il faudrait repasser. Il faudrait aplanir ces bosses que nous avons. C'est-à-dire, nous aimons quand on asphalte les routes, on remplit les trous, mais les trous que nous avons dans notre mentalité sont à la base de notre retard en tant que peuple. Lorsque nous regardons ce qu'il y a autour de nous, nous avons l'impression que nous sommes en retard par rapport aux autres. Et pourtant, les autres n'ont pas le potentiel que nous avons. Tout ça pourquoi? Parce que le potentiel ne font pas une nation. C'est le peuple qui fait sa nation. C'est le peuple qui fait la nation. C'est vraiment, c'est comme si on avait le même esprit et voilà. Parce qu'on est sur le même plateau. Ouais, super. Oui, docteur, vous parlez tellement bien que vous m'arrachez même ma parole. Et je disais, dans un contexte de notre pays, vraiment est-il possible d'appliquer les leaderships transformationnels pour avoir un résultat escompté? Parce qu'on voudrait que réellement notre pays, dans le jour qui arrive, ressemble à sa richesse sous-sol, à ses richesses naturelles. Et voilà, c'est vraiment un pays à la taille d'un continent. C'est possible
d'appliquer les leaderships transformationnels? C'est possible, madame, je crois c'est possible. Je ne vais pas parler d'un miracle parce que ça ne serait pas un miracle. C'est juste une question de bonne volonté. Et qui nous coûterait beaucoup parce que nous sommes vraiment en déphasage. Nous sommes dans deux extrêmes opposés. Il faudrait beaucoup d'abnégation de la part de notre leadership collectif. Il faudrait beaucoup de sacrifices. Sommes-nous prêts à payer ces sacrifices? Sommes-nous prêts à nous sacrifier? Sommes-nous prêts à vivre dans l'abnégation, dans la consécration la plus totale? Dans la restriction aussi. Dans la restriction budgétaire. Budgétaire. Parce qu'aujourd'hui, l'on constate que, voilà, les choses ne sont pas faites comme elles devraient être faites si on tient à aller là où l'on veut aller. Ok? On dit il faut préparer sa monture. Hein, avant de s'engager dans ce voyage. C'est possible qu'on ait ce leadership transformationnel. Ça ne viendra pas de la communauté internationale. Il suffit juste que nous puissions regarder un peu ce qui s'est passé jusque-là et sortir de cette résignation. Parce que nous sommes en train de nous contenter du pire alors que nous avons droit au meilleur. Nous sommes en train de nous contenter du plus bas, alors que nous avons la vocation d'atteindre les plus hauts. Pour cela, il faudrait juste que les dirigeants politiques, le personnel politique, lui qui est à la commande de toutes choses, se livre en modèle, en exemple, ok, dans l'abnégation. Accepter l'austérité, accepter de ne plus répondre à tous les plaisirs et les désirs, mais à faire maintenant ce qui est bon. Sortir du populisme. Le leader, c'est celui qui accepte l'impopularité pour atteindre l'efficacité. Et aussi, il faut qu'il applique les mesures impopulaires. Et il doit accepter cela. Il doit accepter qu'il soit mal coté par la population aujourd'hui, mais que demain, cette même population le célèbre. Mais si on tient à tout prix à ce que... parce que le leadership, madame, ne doit pas donner ce que le peuple demande. Le leadership doit donner ce dont le peuple a besoin. Or, généralement, le peuple lui-même est confus. Il est dans le conflit entre ce qu'il veut et ce dont il a besoin. Et les leaders donnent ce dont le peuple a besoin. Vous demanderez aux enfants, qu'est-ce que vous voulez? Ils diront, non, nous voulons les bonbons, nous voulons les chips, on veut manger la pizza. C'est le populiste qui donnera ces choses aux enfants. Mais un véritable leader, une mère de famille responsable, préparera pour ses enfants les riz, le pondou. Parce qu'il sait que le pondou est beaucoup plus constructif est beaucoup plus nutritif que les chips, les bonbons et consorts. Et c'est cela. Donc, accepter de prendre des mesures impopulaires déjà au sein de son parti. Et pour ça, il faudrait s'élever à un certain niveau tout en construisant votre personnalité. Voyez-vous, vous construisez une personnalité pour que les autres, même quand ils ne sont pas totalement d'accord avec vous, mais qu'ils disent on lui accorde des bénéfices du doute. Oui, nous avons vraiment consommé tout le temps et voilà, et en deux mots, définitivement, quelle est la place du leadership transformationnel dans une nation, et nous clôturons par ces mots-là. C'est la place d'un moteur dans un véhicule, c'est la place du cœur dans un corps humain, et je dirais même c'est la place de phare dans un véhicule qui roule la nuit. Donc, le leadership transformationnel, c'est la réponse pour un pays paupérisé, appauvri, meurtri, souffrant, exploité comme le nôtre. Il faut un leadership collectif, un leadership transformationnel. Mais ce leadership, quand je dis transformationnel, je ne vois pas qu'il est président de la République. C'est un leadership collectif. Chacun jouant sa partition tout en comprenant ce que nous avons dit tout au long de cette émission. C'était très bien de partager ces temps d'entretien, docteur. Merci pour ces temps que vous accordez à notre chaîne. Merci beaucoup. Le rendez-vous est pris pour un nouveau numéro. Très bientôt. Très bientôt en tout cas. Par ces mots du leadership collectif
qui engendre le leadership transformationnel, où de bout en bout, chacun joue sa partition, que nous mettons un point final à cette émission que vous aurez à suivre sur nos différents réseaux sociaux. Et merci beaucoup à Patrick Mangoma, l'ingénieur de qualité qui était derrière la caméra pour avoir réalisé cette émission. Le prochain rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Bye.